Un crime choquant. Âme sensible, s'abstenir. Nous sommes le 14 décembre 1993, à Aurora, dans le Colorado, dans un Chuck E. Cheese, un fast-food équivalent à McDonald's. Il est aux alentours de 22 h et l'équipe du soir est en train de nettoyer le locaux et de se préparer à fermer le restaurant. Une heure plus tard, à 23 h, tout s'est transformé en scène de crime. Les rubans de scellés sont posés et des policiers quadrillent le secteur. 4 personnes sont mortes, une est grièvement blessée et une ville entière est anéantie et sous le choc. Qu'est-ce qui a pu se passer dans cet établissement? Je vous raconte aujourd'hui l'histoire du massacre du Chuck E. Cheese. Bonjour à tous, c'est SH, soyez les bienvenus, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche de près notre société contemporaine, les tueries de masse aux États-Unis. Ces événements tragiques sont de plus en plus nombreux et marquent l'histoire des États-Unis. Et cela soulève de nombreuses questions sur des sujets aussi variés que la légalisation des armes à feu aux États-Unis, la santé mentale de la jeunesse, ou encore une véritable question sur les valeurs sociétales américaines. L'objectif d'aujourd'hui est de vous raconter une des nombreuses histoires qui a marqué et choqué la population américaine. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et si ça vous plaît, un petit like, ça fait toujours plaisir pour le travail effectué. Comme à l'accoutumée, une petite devinette. Et justement, on va rester dans le sujet de la vidéo du jour. Ça s'est passé également au Colorado dans les années 90. 2 lycéens qui ont commis un massacre dans leur propre lycée. Une affaire qui a fait le tour du monde. Ça s'est passé dans un petit lycée dans une ville qui s'appelle Columbine. Si vous avez le nom des 2 meurtriers, vous me le mettez dans les commentaires, c'est la petite devinette du jour. Quant à nous, on est parti pour cette nouvelle histoire de crime. Cette affaire nous emmène dans la ville d'Aurora, dans le Colorado en 1993. À cette époque, la ville compte environ 75 000 habitants. Le Colorado est une belle région, divisée en plusieurs comtés, et c'est un endroit où il fait bon vivre. D'ailleurs, si vous décidez un jour de voyager aux États-Unis, eh bien, ce serait une bonne idée de vous arrêter là-bas. Vous pourriez vous rendre au réservoir d'Aurora pour aller pêcher, vous détendre sur la plage pour profiter du soleil. Mais malheureusement, ce ne sont pas tous ces avantages qui nous amènent aujourd'hui dans la ville d'Aurora. Je vous présente Nathan Gerald Dunlap. Il est né le 8 avril 1974 de Carol Dunlap et de père inconnu. En effet, le père biologique de Nathan les a abandonnés lui et sa mère quelques mois seulement après sa naissance. D'ailleurs, il n'a pas fallu longtemps avant que Carol, sa mère, ne rencontre un autre homme du nom de Jerry Dunlap. Carol et Jerry ont élevé Nathan, ainsi que son frère et sa sœur Garland et Adenia. Ce foyer, malgré les apparences, est incroyablement toxique à tous les points de vue. En effet, la maladie mentale touche Carol. La mère de Nathan souffre de troubles bipolaires, et son frère et son père également. Elle se promène nue dans la maison et rabaisse ses enfants, les réveille au milieu de la nuit. Elle déplace également des meubles et reste debout à nettoyer pendant des jours et des nuits. Il lui arrive également de prendre plus d'une douzaine de bains en 24 heures. Parfois, Nathan se réveille tôt le matin pour trouver sa mère en train d'hurler et en train de devenir folle, jetant ses affaires sur le gazon. Quand Nathan était bébé, elle l'a jeté une fois à la poubelle. Elle a même essayé de blesser son plus jeune frère, Garland, et elle a admis détester sa fille Adenia depuis sa naissance. Carol a été internée à plusieurs reprises, et son mari Jerry n'était pas mieux. Jerry Dunlap est prêtre d'une église baptiste, mais derrière cette façade, c'est un homme qui maltraite physiquement et mentalement les enfants. Une fois, il a même battu Nathan publiquement à l'intérieur d'un Burger King, à tel point que la police a dû intervenir. Plus atroce, Jerry abuse d'Adenia, la sœur de Nathan, et ça depuis qu'elle a environ 9 ans. Ces actes immondes dureront jusqu'à ses 14 ans. Un jour, Nathan est sorti de sa chambre pendant qu'une de ces agressions avait lieu, et il a tout vu. On peut à peine imaginer quel impact cela a pu avoir sur son esprit fragile. Après tous ces événements, les choses n'ont fait qu'empirer. Au moment où Nathan est arrivé au collège, il était déjà très déprimé, et a tenté de mettre fin à ses jours à 2 reprises. À 14 ans, il a fréquenté Overland High School, et Jerry, son beau-père, a demandé à un psychologue de l'école de l'évaluer. Ils ont découvert que Nathan montrait des signes de bipolarité, de troubles mentaux et comportemental. Malgré ce diagnostic, rien n'a été fait pour tenter de soigner l'adolescent.
L'année suivante, à l'âge de 15 ans, il a commis plusieurs vols à main armée en utilisant des clubs de golf et des armes à feu. Il a été incarcéré pour ces faits et a passé du temps dans un centre de détention juvénile. Mais en raison d'une sorte d'épisode schizophrénique, il a été envoyé dans un hôpital psychiatrique. Finalement, Nathan a été libéré vers l'âge de 17 ans et il a commencé à vendre des produits stupéfiants. Il est devenu très ami avec un garçon nommé Joshua Carl Wilson. Ensemble, les deux garçons vont commettre de nombreux crimes. Ils vont dévaliser des fast-foods, se bagarrer avec d'autres bandes, braquer des pizzerias avec des armes de poing et j'en passe. Mais un jour, où Nathan prend l'autobus, sa vie va changer. Il rencontre une fille de 15 ans nommée Tracy Wakeman. Ce jour-là, Tracy et quelques-unes de ses amies font un tour en bus pour s'amuser et voir si elles peuvent rencontrer des garçons. C'est l'âge des premiers amours et Tracy souhaite profiter de la vie. Elle remarque immédiatement un garçon qui monte dans le bus et sans savoir pourquoi elle est attirée par lui. C'est le coup de foudre. Lui, vous le connaissez déjà, c'est Nathan Dunlap et cette attirance est réciproque. Les deux adolescents commencent alors à sortir ensemble. C'est son premier petit ami et ils passent des heures à s'amuser et à regarder la télévision, en particulier des dessins animés. Tracy a 16 ans et Nathan 19, ce qui ne semble pas déranger la famille de Tracy. Nous sommes maintenant en mai 1993. Nathan a décidé de se reprendre en main et commence à travailler comme cuisinier au Chuck E. Cheese situé à Aurora. Son frère, dont nous ne savons pas grand-chose, travaille également dans ce restaurant. 2 mois après avoir débuté en cuisine, en juillet 1993, Nathan se dispute violemment avec le directeur de l'établissement au sujet de ses heures de travail et du fait qu'il n'est pas assidu à son poste. En effet, il rate régulièrement le travail. Nathan est alors licencié et à partir de ce moment-là, il n'a qu'une seule idée en tête. Obtenir sa revanche sur celui qui l'a viré. Il se rend souvent au restaurant en tant que client et il semble que sa colère est derrière lui. Il vient pour passer du temps avec ses anciens collègues, mais dès qu'il aperçoit son ancien manager, il change de visage et devient sombre et agressif. Il dit d'ailleurs à ses anciens collègues qu'il aura sa revanche. Environ 5 mois après que Nathan ait été viré de Chuck E. Cheese, il décide de mettre sa vengeance à exécution. Le mardi 14 décembre 1993, Nathan joue au basket avec un groupe d'amis quand il décide que c'est le jour où il va dévaliser Chuck E. Cheese et non seulement le dévaliser, mais tuer tout le monde à l'intérieur. Donc ce soir-là, un peu avant 21h, Nathan va au restaurant avec un petit pistolet. Il commande un sandwich et décide de s'asseoir à une table près de l'entrée du restaurant. Un certain temps s'écoule et il joue ensuite à des jeux vidéo, en particulier un jeu de tir assez prémonitoire. Il parle à un ancien collègue qui vient de terminer son quart de travail et il appelle sa petite amie. Après avoir parlé à son ami employé, Nathan découvre que son ancien manager ne travaille pas ce soir-là. Pourtant, ça n'allait pas l'arrêter. Pour une raison quelconque, il avait décidé d'accomplir sa vengeance. Ce qui l'a poussé à agir comme il l'a fait par la suite reste un mystère. Un peu après 21h50, Nathan s'est dissimulé dans les toilettes, attendant la fermeture du Chuck E. Cheese à 22h. Pendant ce temps, les employés qui s'occupaient de la fermeture du restaurant n'avaient aucune idée de ce qui allait se produire. La directrice de nuit, en poste ce soir-là, était une femme de 50 ans, du nom de Margaret Kohlberg. Juste avant 22h, une famille célébrant un anniversaire a tardé à partir. Ils venaient tout juste de quitter les lieux. Margaret s'était alors retirée dans son bureau pour faire les comptes des reçus de la soirée et se préparait à rentrer chez elle pour retrouver ses 2 enfants. C'était sa première nuit en tant que directrice, une perspective qui la rendait quelque peu enthousiaste. Dans le restaurant se trouvait également Sylvia Kroll. Cette jeune femme de 19 ans travaillait à temps plein chez Chuck E. Cheese tout en poursuivant des études de psychologie à l'université de Metro State. Sa meilleure amie, Jennifer Wood, travaillait avec elle chez Chuck E. Cheese. Et c'est d'ailleurs elle qui lui avait permis d'obtenir ce poste. Il l'avait embauchée le jour même où elle avait postulé quelques mois plus tôt. Sylvia utilisait l'argent qu'elle gagnait pour rembourser sa voiture. Un lycéen en classe de première est également présent, Ben Grant, 17 ans. Il venait tout juste de commencer à passer l'aspirateur pour nettoyer le sol. C'était un lycéen aimé de ses camarades et de sa famille, un lutteur, une personne intelligente et bienveillante. Une autre jeune fille de 17 ans, Colleen O'Connor, travaille également dans le restaurant. C'était une douce jeune femme qui était très excitée car quelques heures auparavant, elle avait reçu un appel de ses parents lui annonçant qu'ils allaient lui acheter une voiture. On ne peut qu'imaginer ce qu'elle ressentait à ce moment-là. À l'extérieur, en train de fumer une cigarette,
se trouvait Bobby Stevens, 20 ans. Il avait fait un double service et n'était pas censé travailler ce soir-là. Il avait décidé de reprendre un emploi chez Chuck E. Cheese pour aider sa famille financièrement, d'autant plus que Noël approchait. Il avait commencé à travailler dans le fast-food 2 semaines auparavant. Mais ce qui allait se passer ensuite était à l'opposé de ce que l'on pourrait imaginer dans un fast-food familial. Nathan se préparait dans les toilettes, se regardant dans le miroir, se donnant du courage pour passer à l'acte. Il est sorti à 22h05. La première personne qu'il a croisée était Sylvia Krell. Elle était en train de nettoyer le bar à salade et Nathan lui a tiré dessus. Elle est morte sur le coup. Ensuite, Nathan a croisé Ben Grant, qui passait l'aspirateur. Et tout comme Sylvia, il lui a tiré dessus. Colin O'Connor a assisté à toute la scène et est resté pétrifié. Terrifiée, ne sachant pas quoi faire, alors que Nathan s'approchait d'elle, elle s'est agenouillée, a joint les mains et l'a supplié de la laisser en vie. Nathan lui a tiré dessus, la tuant sur le coup. Bobby venait de finir sa pause cigarette et avait entendu les coups de feu, mais il pensait que c'était des enfants qui faisaient éclater des ballons dehors. Il rangeait la vaisselle dans la cuisine, et en se retournant pour prendre quelque chose, il a vu Nathan Dunlap entrer dans les lieux. Immédiatement, Bobby a compris qu'il était en danger et a dit « Oh !» alors que Nathan a levé immédiatement son arme et elle lui a tiré dessus. Bobby a été touché à la mâchoire et est tombé sur le sol, mais il n'est pas mort. Il a eu la présence d'esprit de faire le mort. Il est resté aussi immobile que possible, pensant que c'était la fin pour lui et que Nathan allait lui tirer dessus à nouveau. À sa grande surprise, il ne l'a pas fait et a continué sa route. Il est finalement rentré dans le bureau de Margaret Kohlberg, qui n'avait aucune idée de ce qui était en train de se passer dans le restaurant. Nathan l'a forcé à ouvrir le coffre, et après qu'elle l'ait fait, il lui a tiré dessus. Pendant qu'il ramassait l'argent, il a remarqué que Margaret bougeait encore. Il lui a à nouveau tiré une seconde fois dans la tête, la tuant sur le coup. Pendant ce temps, dans la cuisine, Bobby avait repris connaissance. Après ce qui s'était passé, il était couvert de sang. Il s'est levé pour fuir le restaurant, il a trébuché à travers la salle à manger et a réussi à sortir par une des portes latérales. Une alarme s'est déclenchée, mais il a couru aussi vite qu'il pouvait vers une lumière qu'il voyait au loin. Arrivé devant une petite maison, il a dit au propriétaire qu'il y avait eu une tragédie au Chuck E. Cheese, qu'il fallait téléphoner au 911. Le propriétaire a immédiatement appelé les secours. Listen, I have a man who's been shot in my house right here. He came from Chuck E. Cheese. He claims there's been a lot of people shot there. Put another call in for Chuck E. Cheese. Okay, we have officers and paramedics around. Nathan, de son côté, est parti par la porte du restaurant, satisfait de ce qu'il venait de commettre. Il a simplement volé 1600 $, des porte-clés Chuck E. Cheese et des jetons de jeux d'arcade. Je ne sais pas pourquoi, mais il pensait qu'il aurait sûrement besoin de ça. Mais bon, il est parti, puis il s'est rendu chez son ami Carl Wilson. Vous savez, le fameux Carl Wilson avec qui il a commis pas mal de petits délits. Il lui a tout raconté. Puis il a commencé à compter l'argent, demandant à Wilson s'il pouvait lui fournir un alibi. Il a ensuite appelé sa petite amie Tracy. D'ailleurs, elle a déclaré plus tard qu'il l'avait appelé et lui avait dit qu'il était au Chuck E. Cheese où il avait été viré et qu'il était en train de jouer aux jeux vidéo. Finalement, il est arrivé chez elle et lui a raconté le crime qu'il avait commis et tout ce qui s'était passé. Et là, ils ont eu des relations sexuelles. Autant vous dire que Tracy n'était pas nette. Carol, la mère de Nathan, avait entendu parler de l'incident et s'était précipitée sur place avec d'autres parents inquiets. Sur les lieux, elle a tenté de consoler la mère de Colin O'Connor, sans savoir que c'était son propre fils qui était le meurtrier. Les enquêteurs ont interrogé Bobby, le survivant, et ils étaient convaincus que Nathan Dunlap était le coupable. Bobby savait ce qui s'était passé et pouvait identifier le responsable. Avec ces informations, la police a décidé de parler à Carol Dunlap sur la scène de crime. Toujours convaincue que Nathan n'était pas capable d'un tel acte, elle a proposé d'appeler son fils pour clarifier la situation. Elle lui a donc envoyé un message lui demandant de rentrer immédiatement à la maison pour parler à la police. Nathan n'est pas rentré tout de suite, préférant se laver les mains avec du peroxyde d'hydrogène et prendre une douche, dans le but de faire disparaître toutes les traces et toutes les preuves. Il a d'ailleurs demandé à sa petite amie Tracy de cacher ses vêtements et l'arme du crime, ce qu'elle a fait, en les cachant derrière la remise de ses grands-parents. Nathan a également caché environ 700 $ sous le congélateur. Il a ensuite quitté la maison de Tracy et est retourné chez lui où la police l'a interrogé. Les policiers ont prélevé des échantillons sur ses mains pour rechercher des résidus de poudre à canon et ont saisi ses vêtements pour les analyser.
Nathan a ensuite quitté la maison tôt le lendemain matin et s'est rendu chez un autre ami, Charles Waters. Charles lui a montré ce qui s'était passé au Chuck E. Cheese. Et Nathan a admis être l'auteur du crime. Charles a plus tard également déclaré à la police que Nathan lui avait dit qu'un autre ami était avec lui lorsqu'il avait commis le vol et tué les employés. Mais cet ami n'a jamais été arrêté, inculpé ou nommé, ce qui soulève des questions. Mais miracle sur la scène de crime. Sylvia, la première victime, était finalement toujours en vie à l'arrivée des secours. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Malheureusement, elle n'a pas survécu et a été débranchée peu après 9h du matin le 15 décembre 1993. 8 jours plus tard, le 23 décembre, Nathan Dunlap a officiellement été inculpé de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. En raison de la gravité de ces crimes, les procureurs demandent la peine de mort. Carole, la mère de Nathan, a parlé aux médias après avoir appris l'inculpation de son fils. Elle a déclaré « Je veux que les familles des victimes sachent que je ressens autant de peine, sinon plus. Et je veux qu'elles comprennent ce que je veux dire par là. Mon fils est accusé d'avoir commis 4 meurtres brutaux et je dois faire face aux rumeurs et aux insinuations. Elles sont dans mes prières et j'espère être dans les leurs. » Assez glacial comme façon de voir les choses. Quand on connaît les actes commis par Nathan Dunlap. C'est 3 ans plus tard, en 1996, que le procès de Nathan Dunlap a commencé. Mais il n'était pas resté très calme en prison. Il avait tenté de s'évader à plusieurs reprises et s'était fait tatouer. Un pistolet sur le bras et un cheval fou. Le pistolet avec les mentions « by all means necessary », faire ce qui est nécessaire, et un cheval fou qui était son surnom en prison. Il a aussi menacé un témoin. Le témoin qu'il avait menacé était un codétenu à qui Nathan avait décidé de tout déballer. La façon dont ils ont découvert que Nathan menaçait ce témoin, c'est la façon dont il avait signé une des lettres qu'il lui avait écrites. Il l'avait signée par Crazy Horse, son surnom. Le 17 mai 1996, le jury a mis environ 3h30 pour parvenir à un verdict, à savoir déclarer Nathan Dunlap coupable de meurtre au premier degré. Il a été condamné à 4 peines de mort, une pour chaque victime, et également à une multitude d'autres charges. Le juge a fixé sa date d'exécution à août 2013. Je vous rappelle qu'on est quand même en 1996. La petite amie de Nathan, Tracy, et sa mère ont toutes les deux été inculpées comme complices du crime. Tracy a finalement passé 5 ans en prison et est sortie il y a quelques années. D'ailleurs, elle s'est exprimée sur cette affaire dans un podcast où elle a parlé de sa vie et de ce qui s'était passé après. En juin 2022, Tracy Lechman, qui vit aujourd'hui à Littleton dans le Colorado, a été abattue lors d'un vol. Elle a survécu et une collecte a été organisée, ce qui peut paraître ironique au vu de l'affaire de 1993. Et si vous vous le demandez, est-ce que Nathan Dunlap a été exécuté en août 2013 ? Eh bien non, car en mai 2013, Nathan a soumis une demande de clémence au gouverneur du Colorado de l'époque, en lui envoyant une vidéo dans laquelle il disait qu'il était désolé et bipolaire. Depuis le procès initial, de nombreux tests avaient été effectués concernant la santé mentale de Nathan. Et le 1er mai 2013, le juge de l'affaire, un homme nommé William Sylvester, a annoncé que la date d'exécution de Nathan serait à la mi-août 2013. Mais le 22 mai de la même année, le gouverneur John Hickenlooper, qui avait reçu la vidéo, a décidé de surseoir à l'exécution. Il a accordé à Nathan la clémence et lui a signé un sursis temporaire. Cela signifiait pour Nathan Dunlap que tant que John Hickenlooper serait gouverneur, il ne serait pas exécuté. John Hickenlooper a quitté son poste et un autre homme a été élu nommé Jared Polis. Il s'est présenté au poste de gouverneur en 2018 et a déclaré pendant sa campagne qu'il avait l'intention de signer un projet de loi abrogeant la peine de mort. Jared Polis a fini par gagner et devenir gouverneur. Et il n'a pas menti. Le 23 mars 2020, il a signé un projet de loi abrogeant la peine de mort. Nathan Dunlap n'allait plus être exécuté. C'était un crime absolument répugnant qui s'est produit sans aucune raison. Le directeur contre qui Nathan avait un problème ne travaillait même pas ce soir-là. Mais il a décidé de passer à l'acte quand même. À cette époque, il se fichait clairement de ses victimes, et on peut le voir dans une des interviews qu'il a données peu après le crime. Does it bother you that they're dead, Nathan? Why? I guess because for me, death ain't nothing. I'm not afraid of death. And you didn't take the time to think that their life was something? Important to somebody else, right? And Colleen saw you coming. Yeah, I don't understand why she sat there and watched. I was expecting her to run, but she didn't run. That's why I turned around so quick. But she didn't run. She stayed right there and just watched. And what happened if she had run? I would have shot her.
Did you ever have eye contact with Colleen? Oh, yeah. That's what brought me kind of down. Did Colleen say anything? She's like, no. She shook her hand like, no. But she did say no. Yeah, she said no. That's it. She didn't beg for her life or nothing like that. What if she had, Nathan? When she said no, she sort of begged, you know. She sort of begged. And it pissed me off. Et il a eu de la chance avec les gouverneurs et leurs politiques. Est-ce qu'il méritait de la clémence? Aujourd'hui, il pourrait aller en prison. Dans l'ensemble, ses apparitions au tribunal, ses accès de colère et ses presque 30 ans de stupidité ont coûté aux contribuables américains 18 millions de dollars. Prenons un moment pour penser aux personnes qui ont été vraiment affectées par cette affaire et leurs familles. Tout d'abord, parlons de Bobby Stevens, parce qu'il a survécu. Il va bien et a une femme et des enfants. Mais à chaque fois qu'il essaie d'aller de l'avant dans sa vie et de dépasser tout cela, cet événement est dans un coin de sa tête. Il a d'ailleurs déclaré récemment « Il essaye d'oublier, mais à chaque fois quelque chose le ramène immédiatement à cette soirée-là. » Il est très déçu et agacé que la peine de mort ait été abrogée au Colorado. Sylvia Krell est décédée à l'âge de 19 ans. C'était une boule d'énergie. Ben Grant avait 17 ans, c'était un chic type qui plaisantait et taquinait tout le monde. Colin O'Connor avait 17 ans. C'était une personne que tout le monde appréciait. Margaret Kohlberg avait 50 ans, c'était une excellente mère et une épouse dévouée. Cet acte infâme qui s'est produit dans un Chuck E. Cheese d'Aurora en 1993 nous rappelle à quel point nul n'est à l'abri des violences, et que tout peut arriver, même dans les endroits où l'on pense être le plus en sécurité. À vous de me dire dans les commentaires si vous pensez que oui ou non, Nathan Dunlap aurait mérité la peine de mort. C'est un vrai débat et j'espère que tout le monde restera serein dans les commentaires si vous décidez de participer à ce débat. Merci en tout cas d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, c'était un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout activer la cloche pour ne rater aucune sortie sur la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, faites attention à vous, c'était SH, bye bye.